Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la Comédie de Genève en ce samedi matin un peu pluvieux. Nous avons vraiment le grand plaisir et l'immense honneur d'accueillir ce matin donc, le professeur Charles Mella. Charles Mella, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais que je vais quand même présenter rapidement en disant qu'il a été professeur honoraire de l'Université de Genève, où il a enseigné entre 1981 et 2007. Et je dois dire un petit mot personnel, puisque j'ai eu la chance d'être son étudiante pendant ces années-là. Et que, vous savez, on a tous dans nos vies, je crois, des enseignants ou des enseignantes qui ont marqué notre parcours. Eh bien, Charles Mella est pour moi et pour beaucoup d'autres de ceux-là. Je crois qu'il nous a véritablement appris à lire, il nous a appris à rester au plus proche de la lettre du texte, tout en déployant des ramifications tout à fait inattendues, créatives et passionnantes. Donc merci Charles Mella au nom de tous les étudiants de l'Université de Genève. Il est évidemment l'auteur de nombreux livres sur la littérature médiévale. Je n'en citerai qu'un, qui est La Reine et le Graal, qui a été couronné par l'Académie française. Et Charles Mella a par ailleurs été le directeur de la Fondation Bodmer à Colonie entre 2004 et 2013. Et c'est là, à cette Fondation Bodmer, qu'a commencé ce long compagnonnage qui lie Charles Mella à la Comédie de Genève, puisque à ce moment-là, c'était encore Anne Bizan qui était directrice de la Comédie de Genève. Eh bien, il organisait à la Fondation Bodmer des expositions en lien avec les spectacles présentés à la Comédie. Par exemple, Anne Bizan avait monté à l'époque le Salomé d'Oscar Wilde, et il se trouve que la Fondation Bodmer possède le manuscrit du texte qui avait été présenté à cette occasion. Et puis ensuite, sous la direction de Hervé Loichemol, eh bien, Charles Mella a donné une suite de 22 conférences sur les textes qui étaient montés à la Comédie de Genève. Ces 22 conférences qui ont attiré un public très nombreux et très fidèle. Et 10 d'entre elles eh bien, font l'objet aujourd'hui d'une publication aux éditions La Baconnière sous le titre de « Au théâtre dans le texte ». Et Charles Mella nous fait l'honneur et le plaisir de venir signer son livre aujourd'hui à la Comédie de Genève, ce que vous pourrez faire donc juste après la conférence. Il nous fait ce plaisir-là et le cadeau en plus d'une nouvelle conférence sur l'ennemi du peuple qui est montée en ce moment à la Comédie par Éric Devantéry. Donc, juste après la conférence, signature du livre de Charles Mella avec des amuse-bouches qui vous seront offerts ici au bar. Voilà. Merci Charles. Merci, ma chère Ariel. C'est un vrai plaisir d'être ainsi présenté et de retrouver aussi certains visages connus dans le public. Donc j'ai assisté à la première l'autre soir. Et j'ai remarqué, bien sûr comme vous tous, de belles trouvailles scéniques dans cette mise en scène. Alors je vais quand même mettre un autre accent sur le texte lui-même, de façon à lancer, je crois que Éric Devantéry est présent et je le salue, merci, et de façon à pouvoir lancer la discussion entre nous, parce qu'on a au fond un regard, mais je veux dire, on a toute liberté évidemment quand on monte en scène. C'est l'avantage du théâtre, surtout si le public répond de façon positive. Mon titre est emprunté, un titre un peu inquiétant, Les penchants criminels d'un Norvège démocratique, est emprunté d'ailleurs à un livre de Jean-Claude Milner, qui était Les penchants criminels de l'Europe démocratique. Et ce titre, évidemment, met en cause à la fois la démocratie et en tant que s'appuyant sur la majorité, et donc une démocratie qui peut devenir criminelle. Ce serait au fond là ce qui est dans le texte d'Ibsen. Ce qui est visé, c'est la société, et ce qui est en jeu, c'est
c'est la révolution. C'est-à-dire que si cette société, si la majorité n'est pas, au fond, reconnue ou acceptée, alors la position de celui qui intervient de cette façon-là et qui devient un enragé, un insoumis, un révolté, devient alors un révolutionnaire. Il faut bien voir que l'expression « ennemi du peuple » est une expression qui appartient au langage révolutionnaire. Je vous rappelle, à l'époque des soviets, en mars 1917, ces expressions « les capitalistes assoiffés de sang, les bourgeois qui sucent le sang du peuple, ennemis du peuple travailleur ». C'est donc une phraséologie révolutionnaire qui nous plonge dans ce contexte de la révolution. Et à l'inverse, rappelez-vous que celui qui était désigné comme l'ami du peuple par excellence, ce n'est autre que Jean-Paul Marat, pendant la terreur de la Révolution française. Donc c'est quand même là l'arrière-plan qu'il ne faut pas perdre de vue, d'autant que, je rappelle, alors là juste un petit contexte pour mettre un peu les choses en place, Ibsen, qui est né en 1828, avait 20 ans en 1848, et donc les idées de 48 ont trouvé en lui un écho. La Norvège, qui était autrefois une province danoise dans le monde scandinave, avait adopté, depuis le traité de Kiel en 1814, une constitution, au moment où se fondait une union personnelle entre le royaume de Suède et celui de Norvège, c'est sous ce régime que vivra Ibsen, et avait adopté une constitution qui était inspirée de la Constitution française de 1791, et cette Constitution confiait le pouvoir législatif au Parlement, qu'on appelle le Storting, avec un suffrage censitaire assez large pour toucher environ 45% de la population masculine en âge de voter. Donc nous sommes dans une Norvège de mœurs et d'institutions démocratiques. Normalement, tout devrait aller bien. Mais c'est en même temps une Norvège luthérienne. Depuis la réforme qui s'était imposée au pays à partir de 1536, vous excusez cette petite mise en place historique, et l'Église officielle avait subi, dès le milieu du XIXe, l'influence de sectes puritaines situées en Norvège du Nord et à l'Ouest, et qui étaient marquées par un piétisme à la fois austère et tracassier. Donc il y avait une volonté de pureté de mœurs, de rigueur morale, une atmosphère bigote, conventionnelle, enfermée sur elle-même, que détestait totalement Ibsen, parce que c'était pour lui une façade recouvrant par derrière bien des intrigues mesquines ou sordides, comme la pièce va le mettre en œuvre. Le fait est que Ibsen n'a pas supporté cette Norvège natale, qu'il s'en est exilé pendant 27 ans. Et quand il écrit « L'ennemi du peuple », il est à Rome, enfin, il est en Italie. Donc de 1864 à 1891, il est à Dresde, il est à Munich, il est à Rome surtout, et avec sa famille. Il avait épousé d'ailleurs en 1958 une femme énergique, Susanna. C'est pas un hasard, je reviendrai sur cette question des personnages féminins. C'est un de mes points de divergence aussi. Une femme énergique, Susanna Thoresen, qui était la fille d'ailleurs d'une romancière, Magdalena, qu'on appelait la George Sand du Danemark. Donc il faut bien voir qu'une bonne part de son théâtre, à partir de 1877, avec l'ennemi du peuple en 1880, une bonne partie de son théâtre est un théâtre social qui fait la satire impitoyable de l'hypocrisie, des mensonges, qui constituent la vie en société et qui caractérise l'exercice du pouvoir propre aux autorités locales des petites bourgades, des districts du pays. Ça, c'est un caractère important. Mais en même temps, il n'y a pas que cela. Dans son exil, Ibsen a aussi emporté avec lui toutes ces remarques. Vous verrez on peut dire la conséquence dans l'analyse que je vais faire ensuite de certains passages de la pièce. Il emportait avec lui, dans son éloignement, une autre image de son pays. La Norvège des fjords et des fjells, ces hauteurs glacées qui surplombent les fjords et qui tombent à pic dessus, c'est-à-dire une Norvège païenne.
celle des contes et légendes, avec leurs trolls, avec leurs démons. Alors là, il faut relire cet ouvrage fabuleux. Il y a deux grands ouvrages au XXe siècle, enfin, en fin 19e, XXe siècle. C'est le Peer Gynt d'Ibsen, c'est des œuvres mondes, si vous voulez. Et puis le Soulier de satin de Claudel. Quand vous aurez ces deux-là, vous aurez compris la révolution théâtrale. Il y a aussi Brandt, qui est aussi une œuvre extraordinaire. C'est deux grands poèmes dramatiques des années 1866-67 et qui nous montrent qui font écho à cette Norvège plus ancienne, également une Norvège ouverte sur la mer, sur les espaces du large, à l'opposé du monde confiné de la vie petite bourgeoise. Donc il y a un esprit de rébellion, un esprit de liberté, une affirmation de l'individu, une puissance poétique, fantastique d'ailleurs, formidable, en prise avec des forces obscures de la nature. Vous me direz, oui, mais tout ça, c'est pas un ennemi du peuple. Eh bien, attendez, vous verrez. Alors, le paradoxe, évidemment, de l'ennemi du peuple, c'est d'emporter un véritable souffle révolutionnaire, celui de quelqu'un qui est véritablement un ami du peuple, comme on le qualifie au début, et dont l'honnêteté, l'indignation morale, la détermination, l'intransigeance, le refus de tout compromis vont finir par le faire mettre au banc de la société. Et donc, de s'en faire exclure, et même quasiment lyncher, en tant qu'ennemi du peuple. Donc d'où le titre « Un ennemi du peuple », alors que c'est là le scandale d'une société qui fait d'un bienfaiteur de l'humanité l'ennemi même de la société. Donc par rapport à cela, Ibsen, au fond, entend introduire, c'est dit d'ailleurs très clairement dans les derniers actes, une révolution. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même que je dégage quelques caractères remarquables de cette pièce. C'est quand même l'une des plus célèbres de l'auteur, avec Une maison de poupée et Dagabler, et on la réduit un peu trop vite à la seule dimension sociale, voire écologique, alors qu'en elle se recroisent d'autres hantises d'Ibsen, propres à tout son théâtre. Mais il faut les déceler. Alors évidemment, il y a des choix à faire dans une mise en scène. Si certains choix écartent tel ou tel mot, telle ou telle phrase ou tel personnage, ça a des conséquences. Mais ça, c'est pour l'objet de discussion de tout à l'heure. Donc, je rappelle quand même, pour y voir clair, deux déclarations d'Ibsen lui-même, qui avoue d'abord que ça lui a beaucoup plu d'écrire Un ennemi du peuple. Je cite, « Le docteur Stockmann et moi, nous nous sommes bien entendus. Nous sommes d'accord, le docteur Stockmann, c'est Thomas, hein, c'est le héros de la pièce, l'ennemi du peuple. Nous sommes bien entendu, nous sommes d'accord sur tant de choses. Il permettra aux gens de tolérer que passent par ses lèvres des choses qu'ils n'accepteraient pas si diligemment si elles passaient par les miennes. » Donc il indique clairement que le docteur Stockmann porte au fond son point de vue, presque son porte-parole. Et le fond de sa pensée est révélé dans ce qu'il avait écrit à son ami Olaf Skavlan un an avant Un ennemi du peuple, quand les critiques rejetaient la pièce Les Revenants, la plus grande pièce d'Ibsen, qui date de 1881, Un ennemi du peuple est de 82. Je cite, « Est-ce que ce ne sont pas en premier lieu les esprits qui ont besoin d'être libérés ? Ces âmes d'esclaves qui nous habitent ne sont même pas en mesure de jouir des libertés qu'elles ont déjà. La Norvège est un pays libre où vivent des hommes enchaînés. » Là, vous avez vraiment ce que pense Ibsen. Et quand vous comparez cela avec les propos qui sont tenus par Stockmann, évidemment, la résonance est claire. J'ajouterai aussi que le grand Constantin Stanislavski, qui avait mis en scène cette pièce sous le titre Dr Stockmann en 1900 au théâtre d'art de Moscou, affirma que le rôle du docteur Stockmann, de ce médecin des bains dans une petite ville côtière de la Norvège, était le rôle qu'il a préféré à tous ceux qu'il avait pu tenir dans sa carrière. Il en donna même une représentation à Pétrograd en 1905, le jour où une insurrection pré-révolutionnaire enflamma la place Kazansky, entraînant une très violente répression. Je vous renvoie à vos livres d'histoire. Donc,
ce contexte étant ainsi situé, je vais maintenant prendre en compte en détail certains actes de la pièce, mais en prenant en compte, si je puis dire, l'ensemble de l'œuvre d'Ibsen. Il y a une dimension dialogique dans l'œuvre d'Ibsen. Les œuvres se répondent, se parlent, on retrouve quelques indices dans telle ou telle scène de ce que l'on retrouvera développé dans telle autre, ou en contradiction, ou en reprise. Il faut voir qu'il est l'auteur de 25 pièces écrites en l'espace de 50 ans, comprenant de grands drames historiques, nationaux, entre histoire et légende. Il y a les 2 grands poèmes dramatiques et philosophiques que j'ai évoqués, Per Gynt et Brandt. Et puis il y a ces 12 pièces, dans lesquelles il y a Denis du Peuple, ces 12 dernières pièces qui sont des drames modernes, réalistes ou symbolistes, et symbolistes, les deux à la fois, sur des sujets actuels concernant la famille, la morale, la politique, les rapports amoureux, la sexualité, la création artistique. C'est en prose désormais, et avec une maison de poupées qui marque vraiment le début de cette nouvelle production, il y a un resserrement sur quelques personnages essentiels dans une unité d'action, de lieu et de temps. Il a créé un des plus grands théâtres qui soit. On le met au départ de tout le drame moderne. Après, il y a Tchekhov, Strindberg, tout ça lui doivent une partie de leur production. Et comme l'a écrit Rilke dans les cahiers de Malte, Lauritz Brigg, il dit « Et ton théâtre fut ». J'ai apporté la citation de Rilke pour que vous voyez ce que ce plus grand poète du XXe disait d'Ibsen. Si c'est un des plus grands théâtres qui soit, c'est parce qu'il a réussi à réinventer la tragédie antique au cœur d'un théâtre de la modernité. Et il réinvente la tragédie antique parce qu'il fait faire le retour d'une malédiction ancienne, par un récit rétrospectif à l'intérieur du drame, au sein d'un milieu fermé, d'un intérieur bourgeois, contemporain, familial. Et ceci par une mécanique de précision où chaque intervention, chaque nouvelle scène, chaque personnage, chaque réplique entretient un suspens jusqu'à la fin, qui ne se dément pas, jusqu'à la fin de la pièce. Donc, soyons attentifs aux détails révélateurs des enjeux du drame. Et c'est pour ça que je vous propose de suivre attentivement, avant que nous terminions cette conférence sur des questions de sciences politiques avec Tocqueville, sur la question de la majorité, la tyrannie de la majorité, je veux d'abord essayer de situer bien les enjeux du drame, et c'est là où je me démarque un peu, avec regret, bien sûr, de la vision, par ailleurs, que nous avons tous appréciée, de Devonderry. Reprenez le départ. D'entrée de jeu, qu'est-ce que vous avez? Un intérieur familial. Un bon repas, d'ailleurs, avec la mise en valeur de valeurs bourgeoises et protestantes. Ah, l'esprit d'économie. Ah, il ne faut pas être dépensier. Ah, il faut garder un régime de santé, etc., etc. Ça commence comme ça, ce n'est pas un hasard. Là-dessus arrive le bailli. Alors là, évidemment, le premier magistrat de la ville. Alors, la mise en scène en a fait une femme. Là, je dois dire que, évidemment, mon sang n'a fait qu'un tour, parce que jamais je n'aurais pensé qu'Ibsen eût osé confier à une femme le rôle de ce qu'il y a de plus hypocrite, de plus pharisien, de plus sordide dans la société norvégienne, mais ça ne fait rien. Ça, après tout, pourquoi pas? On verra les conséquences quand même. Donc il s'appelle Peter, hein, c'est pas Petra, c'est Peter. Petra, c'est autre chose, on y viendra. Petra, c'est pour moi le plus beau personnage, mais il a disparu. Alors, arrive le premier magistrat de la ville, le bourgmestre, il est juge, préfet de police, président des bains en même temps, donc l'établissement qui va rapporter beaucoup d'argent à la ville, et il fait irruption chez sa belle-sœur, Catherine Stockman, la femme de notre héros, suivie par des journalistes du Messager ou du Courrier du Peuple. Donc il y a les autorités et il y a les médias. Les médias sont côté peuple, au début. Et là,
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Hein. Esprit de tolérance, esprit civique, allié à la prospérité, l'argent va affluer avec l'établissement thermal, comme on disait, c'est la théorie du ruissellement. Donc vous avez au début, et ce n'est pas un hasard, vous avez les pouvoirs qui sont là d'entrée de jeu, et il faut qu'ils aient quand même une certaine présence, et une famille. Et les deux étant liés parce qu'il y a les deux frères. Donc il y a un frère qui est dans la famille, et l'autre frère qui va représenter les pouvoirs. Et tout de suite, il y a quelque chose qui semble clocher. Ça, c'est mine de rien, c'est un petit détail que Ibsen fait apparaître, si vous voulez. Ça, c'est secondaire. Figurez-vous que le docteur Stockmann, le médecin, qui n'est pas encore arrivé, qui est le frère du maire, du bourgmestre, a encore un article à publier. Encore. Hein. Déjà, est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop ? Il a quelques vérités à dire, par exemple des vérités qu'il pourrait porter sur les conditions sanitaires. Mais enfin, tout ça, on passe, vous ne faites pas attention. Mais Ibsen a disposé déjà, dès le départ, ce qui va être, on peut dire, le fil conducteur, qui alors justement, dans la scénographie d'Éventéry, se traduit alors par cette idée qui était très forte, de faire circuler les personnages sur un fond déjà boueux et marécageux, qui est au fond la partie invisible de cette société, qui commençait, comme je viens de vous le montrer, de façon très bourgeoise, très tranquille, dans le meilleur des mondes possibles. Et puis il y a un deuxième accroc, mine de rien, une rivalité entre les deux frères. Et oui, c'est Caïn et Abel, hein, n'oubliez pas. On est redevable à ces deux frères, auquel des deux est-on redevable de ce bel établissement thermal? À celui qui en a eu l'idée, le médecin qui revenait du Nord, ou à celui qui l'a mis en œuvre, c'est-à-dire son frère, le bourgmestre, le juge. Là, c'est cette deuxième accroc, c'est en sourdine, le drame est là, à l'état latent. À la fois le ver est dans le fruit avec cet article qui doit venir, et en même temps, il y a un conflit très fort entre deux frères. Et c'est à ce moment que survient, que fait irruption la figure centrale, le docteur Stockmann, avec ses deux enfants. C'est le père de famille. Et il a aussi un invité. Ah, cet invité. Un marin, le capitaine Horster, qui a disparu malheureusement de la mise en scène. Attention ici, Ibsen a l'art de réintroduire, de réinjecter dans les intérieurs bourgeois fermés, qu'il décrit minutieusement jusqu'à nauseam, pièces et mobilier au début de chacune de ses actes, il y réintroduit un air du large, l'appel de la mer, des voyages, des grands espaces. Oui, on peut, comme l'a écrit François Regnault, qui citait Rilke, dans le salon fermé, retrouver tous les voyages de Peer Gynt, tous les abîmes de Brandt, et même plus tard de la Dame de la Mer en 1888. Et soudain, quand arrive le capitaine Horster, vous êtes aux antipodes du monde renfermé, autosatisfait, conservateur, économe, puritain du juge bourgmestre. Thomas, le médecin, a faim de tout. Il faut de la nourriture, il faut des forces, réclame-t-il. Comme la jeunesse qui pétrit la pâte de l'avenir. Il est dans l'attente d'un monde nouveau. C'est ça qui apparaît dès le début. Et puis c'est le clash, évidemment. Conflit immédiatement entre les deux frères à propos de ce fameux article toujours différé. Le bailli, le juge, le bourgmestre, accuse son frère de son penchant à suivre, comme il dit, tes propres voies. Ce qui ne convient pas, lui dit-il, à une société ordonnée. Ah, ça commence. C'est une profession de foi. L'individu doit se soumettre à l'intérêt général. Eh bien oui, le gros mot est prononcé, l'intérêt général. Ouais. Seulement, le bourgmestre précise aussitôt, c'est-à-dire aux autorités qui sont là pour veiller à l'intérêt général. Et ça fait tout basculer d'un coup. Ça fait tout basculer du côté des manœuvres, du pouvoir, de la manipulation de la masse. Thomas, lui, est un insoumis. Le mot est là, dans la traduction en tout cas, d'un ennemi du peuple. Et à cette profession de foi,
qui est celle de la société de l'ordre social, s'ajoute une menace dont la pièce sera la réalisation inéluctable. Là, on est au tout premier, des premières lignes. Vous savez, parfois, il vous suffit de lire 10 lignes et puis vous avez tout compris d'une pièce. Tu finiras par le payer tôt ou tard. Et le bourgmestre repart fou furieux. Donc la menace est là. L'heure n'est pas encore au drame. On en est plutôt à prendre du bon temps. C'est l'heure du grog, de l'alcool, le skål, n'est-ce pas ? Le skål, on va être abreuvé dans la mise en scène, on va trinquer. Mais comprenons-nous, c'est pas qu'ils boivent sans arrêt comme de bons alcooliques nordiques. Non, pas du tout. C'est le côté Rabelais, il faut savoir boire, c'est le propre de l'homme, c'est être bon vivant, c'est pas du côté du refoulé. Et là, dans ce moment de détente, il fait bon vivre, on va boire, on va trinquer ensemble. Il y a un échange qui se produit. Un échange entre Madame Stockmann et le capitaine Horster. Alors ça, vous ne le verrez jamais, puisque pas dans cette pièce. Mais si vous lisez le texte, tout ce que je fais, c'est pour vous inviter, grâce au spectacle que vous avez l'occasion de voir, de relire, de redécouvrir un texte et d'enrichir du même coup la perception que vous aviez de l'œuvre à travers la lecture que vous pouvez en faire. Il y a un échange entre Madame Stockmann, qui est là, assise, en tricotant, en figure de bonne épouse et ménagère. Oui, mais on verra. Hein. C'est pas uniquement ça, Catherine. Pour l'instant, oui. Et justement, c'est ça la clé de l'affaire. Et le capitaine Horster, c'est-à-dire lui, c'est le marin, qui se désintéresse, comme tous les marins, des affaires de la ville, des élections. Il s'en fiche des élections. Car ce qui compte pour lui, c'est l'appel du large, c'est l'appel des espaces. Ces oiseaux migrateurs, comme il est dit, qui couvrent le vaste monde, au nord comme au sud. C'est le miroitement au loin de l'Amérique. Tiens donc, Peer Gynt aussi. C'est ça, ce sont des échappées dans le texte que porte le personnage à lui seul, parce qu'il est le marin, alors que nous sommes dans un affaire confiné. C'est ça où il y a quelque chose qui n'est pas dit, et qui est en même temps suggéré et que porte avec lui le reste de l'œuvre d'Ibsen. Donc on reste pour l'instant dans ce moment de détente, on est en même temps dans l'attente d'une lettre-réponse, condition de l'article à publier, mais qui est bizarrement retenue. Alors survient Petra. Petra, c'est leur fille, l'institutrice. Ça, c'est l'essentiel. Il y a Catherine, d'abord, l'épouse, et il y a Petra, la fille. Et c'est là où Thomas puise sa force à la fin et la non-désespérance qui sera la sienne. Petra amène, bien en retard, la fameuse lettre attendue par Thomas, lequel va la lire à l'écart. Et pendant qu'il la lit à l'écart, il y a un nouveau petit échange entre la grande sœur, Petra, et le plus jeune frère, Morten, qui a le même prénom qu'un certain Morten Kiel, dont il va bientôt être question. Et ça, c'est aussi un point dans le suspens d'Ibsen qui mérite d'être souligné. Petra arrive en disant qu'elle n'arrête pas de travailler pour l'école. Et son petit frère lui dit « Ah, tu dois être une grande pécheresse ». Pourquoi ? Parce que le pasteur a dit que le travail est la punition de nos péchés. Ah oui, la société protestante. On sent ici la moquerie d'Ibsen pour un certain enseignement religieux, culpabilisant, répresseur, et l'accent de révolte qui retentit aussitôt dans le propos de Morten. « Moi, je ne voudrais pas travailler, dit-il, je veux être viking, et pour cela être païen. Et alors on fera tout ce qu'on voudra. Nouvelle échappée, hors de l'emprise chrétienne, vers la Norvège païenne, celle des trolls, des démons, de la mer, des vikings. » Alors évidemment, la mer, qui pour l'instant est une bonne bourgeoise, qui veille à la morale, intervient pour couper court, allez au lit maintenant, pas ce genre de propos à la maison, etc. Et Petra introduit en rebelle à cet instant le thème fondamental du mensonge social, le thème d'une société qui est bâtie sur le mensonge, et cela dès l'école, comme à la maison. Et elle se prend à rêver. Elle se prend, au tout début du texte, elle se prend à rêver, anticipant sur la conduite ultérieure de son père. C'est pour ça que Petra, la fille, était une figure capitale dans cette pièce. Ce n'est pas la seule, d'ailleurs, dans les autres pièces d'Ibsen. Elle se prend à rêver à une autre société, à une école qu'elle ouvrirait elle-même et où ça se passerait autrement, où on dirait la vérité sur les choses et la vie.
C'est là ce qui fonde la détestation de son pays chez Ibsen. Et qui appuie Petra à ce moment-là? Ben justement, le marin Holster, l'homme du grand large, l'homme des vastes horizons, qui lui offre sa maison comme local pour cette école rêvée. Donc il y a bien, dès le départ, deux mondes en tension. Celui du conformisme social, de l'ordre, de la soumission, cet horrible frère, Peter Stockmann, et puis celui de l'audace rebelle, qui rénove la société, une fille, oui, et un marin, et la Norvège païenne d'autrefois. C'est ça. Et alors là, il y a le coup de théâtre. Le retour surprise du médecin, avec les révélations explosives de la lettre reçue. Alors là, on retrouve ce qui va être le fond de la mise en scène. Les bains tout entiers, dit-il, sont un puits de pestilence. La pollution des eaux, leur contamination dangereuse pour les curistes, sont un fait scientifiquement établi par l'université, par un laboratoire universitaire. Hein. C'est pour ça qu'il attendait la lettre avec les analyses du laboratoire. Le médecin est un scientifique, c'est un homme positif également. Eh bien, les eaux qui doivent servir les bains, au terme, les eaux sont polluées. Les eaux sont contaminées et même avec un risque mortel. Donc pour lui, ça ne fait pas l'ombre d'un pli. Hein. Quand on découvre ça, ben, on arrête les frais et on change ce qu'il faut faire. Attention ici, ce qu'on a appelé le naturalisme d'Ibsen, son réalisme qui lui a valu sa découverte par Zola, dont Antoine au Théâtre Libre était proche. Et c'est Antoine qui mettra en scène la pièce Un ennemi du peuple en 1887. Le naturalisme d'Ibsen laisse aussi la place au symbole. D'où l'intérêt aussi pour son théâtre d'un autre grand metteur en scène, Luc Nepos, au Théâtre de l'Œuvre en 1893. On peut dire Antoine et Luc Nepos, ce sont les deux figures qui ont révolutionné le théâtre moderne, en mettant d'ailleurs justement Ibsen en scène. Et le symbole, c'est celui-ci. L'établissement thermal tout entier, dit-il, est un sépulcre blanchi. Alors évidemment, est-ce que vous lisez encore les évangiles? Alors je vous renvoie, parce que si vous lisez pas, si vous n'entendez pas sépulcre blanchi, expression que reprendra d'ailleurs Nietzsche d'ailleurs dans la généalogie de la morale, si vous n'entendez pas ce sépulcre blanchi, eh bien vous ratez toute la pièce. Matthieu 23, 27, 32. Est-ce que vous savez ce que le Christ, que Jésus sort à ce moment-là aux pharisiens? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblaient à des sépulcres blanchis. Au dehors, ils ont belle apparence, mais au dedans, ils sont remplis d'ossements de mort et d'impuretés de toutes sortes. Spursitia en latin, akatarsia en grec. Hein, c'est des mots très violents ici, c'est les immondices. Vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat quand l'intérieur est plein de rapine, rapina, et d'immondices, immundicia. Vous êtes les fils de ceux qui ont mis à mort les prophètes. C'est pour ça que c'est des criminels. Le monde pharisien est un monde criminel. C'est ce que dit le Christ. Et c'est ce que dit un ennemi du peuple. Il ne fait que reprendre ici ce que le Christ a dit, avec la même violence que le Christ lui-même. C'est pour ça que je vous le cite. C'est sépulcre blanchi, il suffit de se reporter à l'évangile selon Matthieu. Bon, passons. Enfin, ça symbolise quand même une petite ville côtière de Norvège aux mœurs austères qui couvre des intrigues plutôt nauséabondes et qui préfère garder les sources de revenus, quitte à ce que les touristes et les curistes en meurent. C'est pas très grave, on fera passer la chose d'une façon ou d'une autre. Le médecin, qui est un homme de science, de raison, va alors dire, mais puisque c'est ça, je vais le crier sur tous les toits, parce que la vérité va avec la science. Il dit même qu'il va faire du barouf en ville. Là, évidemment qu'on peut dire que c'est un excité, c'est un enragé, hein, c'est 1068. Et les journalistes vont s'en faire l'écho et ils vont s'en faire le relais. Petra dit alors, toujours Petra, essentielle d'un bout à l'autre, elle dit à son père, c'est donc toi qui avais raison. Tous s'en félicitent, la famille virevolte avec la sage réserve de l'épouse, elle ne bouge pas trop quand même. Thomas aura bien mérité de la patrie. On en est là à ce moment-là. Il y a une seule fausse note à la fin de cet acte, la mention du grand-père, le fameux Mortenkiel,
qui croyait son gendre fou. On le surnommait, ce grand-père, le blaireau, donc une bête puante comme un cochon, maligne. Le tanneur, eh bien oui, c'est lui qui avait les tanneries en amont des bains, et ce sont les tanneries qui sont à l'origine de cet empoisonnement des eaux. Figure inquiétante de ce petit vieux, riche au demeurant, n'est-ce pas, et qui apparaît à ce moment-là. Donc, l'acte 1, c'était la révélation explosive du mal qui pourrit la ville. Notez-le, j'ai fait allusion à l'Évangile tout à l'heure, mais maintenant, je fais référence à la tragédie grecque. C'est comme la peste qui est en train d'envahir Thèbes. C'est la même chose. Le parricide et l'inceste ignoré du roi Édipe, c'est ce qui va provoquer ici la peste qui va, on peut dire, ravager la ville de Thèbes. Comme là, vous avez donc les égouts puants que vous voyez sur scène, c'est l'équivalent de la peste d'Athènes. Donc c'est la même tragédie. Le seul qui a retrouvé la tragédie antique, c'était Ibsen. Et ceci dans un petit drame bourgeois en apparence. C'est extraordinaire. Je vois vraiment ce que représente le théâtre d'Ibsen de ce point de vue-là. Et là encore, on reste en famille d'abord, mari et femme, dans leur relation de confiance réciproque. Notez-le bien. On est parti de là. On retrouvera cela à la fin. C'est avec une évolution remarquable de Catherine. Sage et réservée au début, protectrice de sa famille, bonne épouse, tricotant, bonne ménagère, bon. Et puis qui va s'engager dans le combat à un moment donné. Et elle entre en contraste, cette relation de confiance réciproque, entre en contraste avec une autre lettre qu'apporte cette fois le fameux frère, en contrepoint de la lettre des analyses et des laboratoires, qui laisse augurer, évidemment, le désaccord, la mésentente entre les deux frères. Et là-dessus arrive Mortenkill, le vieux maléfique, regardant à la ronde, riant sous cape. Qu'est-ce qu'il a en tête? Quel traquenard? Toujours chez Ibsen, il y a ce suspens dans la pièce. Donc bien voir que la cellule familiale dont on part ici, où se centre le drame, ne cesse d'être traversée par l'ailleurs ou par l'antérieur. Que ce soit le marin et le vent du large et la tentation de la mer, que ce soit les menées extérieures du frère qui détient le pouvoir dans la ville, que ce soit le grand-père ou le beau-père qui, en parenthèse, nous dit-on dans la distribution des rôles, est le père adoptif de Madame Stockmann. Rien ne transparaît dans la pièce là-dessus. Mais enfin, c'est quand même curieux, père adoptif. Pas son vrai père. On n'en saura pas plus. Mais ça, c'est typique d'Ibsen. Ça laisse présager quelque part une affaire de famille. Relisez Les Revenants, relisez Rosmersholm. C'est la même chose. Il y a chez Ibsen toujours ce qu'on peut appeler un trouble généalogique. En tout cas, Mortenkill est plein de mauvais sentiments, plein de rancune. Il a un passé trouble, tiens, justement, ce fameux passé dont on parle, qui est là toujours par derrière. Chassé autrefois, dit-il, de façon ignominieuse du conseil municipal. Donc il veut jouer un mauvais tour, au bailli, au frère qui est maintenant le bourgmestre. Et puis par bribes, on apprend, pour cette histoire d'eau infectée, à laquelle le vieux ne croit pas, que ça vient du marécage pestilentiel, là-haut, à Möldalel, où se trouvent les tanneries de Mortenkill, le principal pollueur. Il y a donc, vous le voyez bien, maintenant, qui se révèle, un passé lourd, un passé qui pèse sur le présent de cette famille joyeuse et heureuse. Ce passé se révèle par des rappels, par un récit rétrospectif à recomposer, et qui a, comme dans le drame moderne, exactement la fonction de l'attet, le malheur, la malédiction antérieure ou ancestrale de la tragédie grecque. Ce que vous verrez dans mon livre, si vous lisez sur Antigone ou sur Eschyle, les conférences antérieures. Et quand les drames vont s'intérioriser davantage, cette force maléfique prendra alors les caractères d'un retour du refoulé, de l'autre scène de l'inconscient, enfoui dans les secrets de famille. Et c'est pour ça que Grodek, en 1910, que Freud, en 1916, seront émerveillés par la pièce de Rosmersholm de 1886, comme aussi de la Dame de la Mer. Mais déjà, on pourrait citer Nora et le docteur Rank dans une maison de poupées qui date de 1878. Donc,
La pestilence est sous terre dans la ville des Bains. La malédiction est déjà dans le passé familial. Et ce n'est pas tout. Naïf et confiant, Thomas, alors c'est là où sa femme est supérieure à lui, naïf et confiant, Thomas tombe aussi dans les raies arachnéens de la pièce. Vous avez la contamination des sols, vous avez la malédiction familiale et vous avez le piège des menées politiques. Là, vous entrez sur le terrain, sur le champ du politique, avec l'imprimeur Aslaksen. Et c'est le rédacteur du journal Messager du Peuple, Hofstade, qui, le premier, va changer le caractère de la découverte scientifique localisée que faisait le médecin avec les analyses et qui le fait passer sur un autre plan. Et voyez là le piège. Il lui dit, mais enfin, ce marécage pestilentiel est à l'image, analogone, d'un tout autre marécage. Qui ? Eh bien, cette clique de fonctionnaires incompétents qui nous gouvernent, avec derrière eux la complicité de tous les riches, de tous les notables de la ville. Ce sont eux qui font pourrir dans leur marécage toute notre vie communale. Là, vous voyez le ressentiment de ce Hofstade, qui est d'origine modeste, il le dit, paysanne, et puis il a l'air sincère. Il se dit littéralement c'est lui qui se dit être un insoumis, œuvrant à la libération des masses, des petites gens et des opprimés. Donc le discours de la libération est lui-même miné. C'est ça qu'il faut comprendre, évidemment, dans cette pièce. Parce que si on ne comprend pas, évidemment, on va renacler quand on entendra le malheureux Thomas faire des diatribes contre la démocratie. C'est que le terrain est miné, c'est que tout est perverti. C'est que les hommes du ressentiment sont là derrière, c'est que la haine des riches est là, c'est que les rancœurs sont aussi présentes, que la recherche du pouvoir par d'autres est aussi là, prête à se rattraper sur ceux qui dominent en ce moment-là. Il avait donc déjà, ce journaliste, dès le départ, un but précis contre ceux qui nous gouvernent. Ce but, c'était, je cite, de briser ce cercle de vieux réactionnaires qui détiennent tout le pouvoir. Et alors il entraîne Stockmann avec lui, parce que Stockmann dit, enfin, l'affaire était simple, on ne va pas faire tout un plat de tout ça, c'est le bon sens. L'eau est contaminée, on déplace les canalisations et on évite une épidémie. Enfin, je veux dire, qui ne voit pas ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Eh bien non, c'est entraîné dans un combat politique de lutte des classes, de libération des masses, où il faut que la presse se mobilise, que la presse rassemble ce qu'on appelle maintenant la majorité compacte avec, non seulement le petit peuple, mais les petits bourgeois, les petits propriétaires, et souder les petits bourgeois avec les ouvriers, c'est ce qui se fera contre les riches et les puissants. Et pour cela, on y met le paquet. Une manifestation, une pétition, enfin vous connaissez le langage, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Donc, le journaliste change la nature d'une vérité scientifiquement établie en un champ de forces politiques qui s'affrontent et où il faut se gagner la majorité. C'est bon d'avoir la majorité avec soi, est-il dit alors. Seulement, à cette ferveur révolutionnaire, il y a quelques bémols. Le soupçon d'une cause dont les motivations ne sont pas si pures, nous venons de le voir. L'insistance de l'imprimeur Aslaksen qu'il met sur la modération. Il ne faut pas aller trop loin, soyons modérés. Donc on sait que si ça commence à se gâter, il tournera kazakh. Et surtout le sentiment que ce qui prime, ce qui réunit tout ce monde en une majorité compacte, celle de tous les électeurs, c'est l'intérêt. L'intérêt de faire de ces établissements thermals une petite mine d'or pour la ville. Il y a donc l'esprit revanchard des origines modestes, la pusillanimité petite bourgeoise apeurée, les motivations intéressées pour s'enrichir, tout ça derrière l'affirmation de la grande cause du peuple. C'est la cause du peuple dont il est question ici, un rappel des souvenirs, et de l'intérêt général, c'est-à-dire du bien de tous. Et c'est sur ce point que tout va basculer avec le retour du maire dans cet acte 2 et l'affrontement des deux frères. D'un côté, on a l'eau empoisonnée, les risques encourus par les curistes dont on ne peut trahir la confiance.
C'est un engagement moral qui va de soi. Et de l'autre, il y a le coût salé de l'opération, parce que le maire a fait enquête auprès de l'ingénieur, bien sûr. Oh là là, 2 ans de travaux pleins, un gouffre financier, la désertion des touristes qui iront chercher leur cure comme une bonne aubaine pour les villes voisines qui n'attendent que cela pour nous damer le pion. Bref, le frère dit à l'autre, tu auras ruiné ta ville natale. Donc, il faut atermoyer, il faut minimiser, c'est toute l'hypocrisie. Il faut apporter quelques améliorations sanitaires ou secondaires. Et là, Thomas, il n'en peut plus. C'est logique. C'est un crime. C'est un crime ce qui s'accomplit. Les penchants criminels de la société, c'est ça qu'il dénonce. C'est une fourberie. Je ferai mon devoir. Là, il est kantien. Tu dois parce que tu dois. Et il ajoute, illusion, et la presse libre le fera aussi. Et Péter, son frère, le menace, obéit. Retire ton rapport pour le bien de la ville, ça c'est l'hypocrisie suprême. En l'accusant, tu ne supportes aucun rapport d'autorité. Ben évidemment, tu es un exalté, tu es jeune, c'est comme ces jeunes qui se révoltent en 68 ou ailleurs. Tout ça, c'est des enragés, bien sûr. Hein. Eh bien, si tu continues, tu seras renvoyé de ton poste au bain, de poste que je t'ai fourni, qui fait vivre ta petite famille. Thomas répond, je veux être libre de m'exprimer sur tous les sujets et en tout lieu. Cette liberté fondamentale, qui était celle que Périclès réclamait au 2e livre de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, dans le fameux discours, l'orateur Périclès, l'oraison funèbre. Et là, de nouveau Pétra, c'est pour ça que je tiens à ma Pétra, et de nouveau Pétra, la fille, indignée, qui dit à ce moment-là, papa a du courage, lui. Bon, Madame Stockmann, elle, continue de s'inquiéter pour sa famille. C'est vrai, elle ménage le chèvre et le chou, elle n'est pas tranquille, parce que, évidemment, elle comprend la fragilité qu'il y a derrière tout ça. Ce que ne voit pas son mari. La femme est toujours plus subtile que l'homme, hein, chez Ibsen. Et c'est le dilemme. Faut-il taire ce qui est juste et vrai, ou le dire et ruiner sa famille ? Et vous savez, ce dilemme entre le devoir du citoyen et le devoir du père de famille pose la question, je veux dire, à la fois révolutionnaire et kierkegaardienne, de l'intransigeance, de l'incorruptibilité. C'est Robespierre qui est derrière, en même temps, ici, Stockmann. De l'incorruptible qui se bat pour le bien de la société, jusqu'où ira-t-il ? Au prix de sa famille, au prix de ses concitoyens, dans la terreur s'il le faut. C'est le risque du redresseur des torts. Il n'y a pas de réponse à ça, c'est une question que se pose Ibsen. Et il va évoluer dans le cours de son existence. C'est exactement la question qui s'était posée à Brandt, le pasteur Brandt, dans la pièce, dans le grand poème dramatique. Brandt sacrifie tout à sa mission. Il voudrait que les paroissiens comprennent ce que a été le sacrifice du Christ. C'est-à-dire que le Père a laissé mourir son Fils sur la croix. Il faut aller jusqu'au sacrifice. C'est tout ou rien, comme dit Kierkegaard. Sinon, vous n'êtes pas chrétien. Ça, c'est la folie de Brandt. Mais jusqu'où ça va ? Ça va jusqu'au fait qu'il va, pour ne pas quitter sa paroisse, puisqu'il a une mission, puisqu'il a une vocation, pour ne pas la quitter, il va laisser mourir, en dépit de l'avis du médecin, son fils, à qui ce climat ne convient pas, et Agnès, magnifique Agnès, qui est la femme de Brandt. Il laisse mourir sa famille. Donc il pousse l'intransigeance jusqu'à la mort des siens. Et bien ça, c'est une question qui va hanter, on peut dire, Ibsen. Il la reprendra dans Le Canard sauvage, qui est de 1884, qui est la contrepartie de Brandt de 1866. Dans Le Canard sauvage, est-ce que ça valait la peine que la petite Edwige meure pour autant, en tuant son canard sauvage et en se tuant elle-même? Donc là, il y a ce moment de doute qui intervient. Et vous devez prendre l'œuvre d'Ibsen dans son ensemble, dans une dimension dialogique. C'est absolument extraordinaire. Il pose des questions fondamentales. Les questions de la révolution, les questions de la justice, les questions de la vérité, les questions de la famille, les questions de la femme. Il les pose. Et il essaie de trouver les solutions. Il y a aussi ce qu'il déteste en lui, qu'il porte en lui.
C'est extraordinaire, c'est un théâtre fabuleux, mais il faut le prendre tout ensemble. Vous lisez une pièce d'Ibsen, vous devez lire tout le théâtre d'Ibsen. C'est le minimum. Donc Thomas, le docteur, se veut en justicier ici, au nom de la vérité et en conscience. Et là, il dit, c'est des phrases terribles, c'est des phrases robespierriennes, c'est toute la société qu'il faut purifier. Le patriote, il est le patriote qui veut purifier la société. Il faut désinfecter. Il est le révolutionnaire. Il est l'ami du peuple. Et là, c'est tout le sens de l'acte 3, auquel j'arrive plus rapidement, 3, 4, 5, je vais aller vite, qui est l'acmé de la pièce. Face au pouvoir répressif de toute liberté, le conflit maintenant change de nature, comme l'avait annoncé, mais avec des intentions malveillantes, perverses, le messager du peuple. Il s'agit de faire la révolution. Il y a un comparse qui dit à ce moment-là « Je croyais voir au loin la révolution en marche ». C'est aussi ce rêve dont est porteur un ennemi du peuple. Seulement, le rapport de force bascule au profit de la réaction, parce que le maire est d'une habileté diabolique. Il ramène tous les petits bourgeois dans son camp, d'abord, dans le camp des gros actionnaires et des autorités. Parce que les masses, ça se manipule si on sait flatter certains aspects plus matériels. Il lui suffit de 2 arguments massus pour retourner journalistes et imprimeurs, qui dépendent de l'opinion publique, et étouffer dans l'œuf la publication du brûlot de son frère sur la réalité des bains. Pour payer les travaux, il faudra que les petits bourgeois mettent la main à la poche par un emprunt communal. Les bains, ils vont fermer pendant 2 ans. De quoi allons-nous vivre, nous, les petits propriétaires, pendant ce temps-là? Plus de ressources, plus de revenus dans la ville. Bref, ce serait la ruine de la bourgeoisie si on répandait la nouvelle. Et dans le nouvel affrontement entre les 2 frères, Aslaksen, l'imprimeur, et Hofstadt, le rédacteur, lâchent le docteur au nom des abonnés, au nom de l'opinion publique, au nom des petits propriétaires, que le propos du maire va gagner à coup sûr. Et seul le docteur relève le défi. Et là, il dit seul. Seul, il ira au-devant d'une grande assemblée populaire. Seul, il fera entendre la voix de la vérité. Et son frère lui réplique, Goguenard, personne en ville ne prêtera les lieux d'un tel usage. Oui, sauf justement le marin, le fameux marin du début. Et là, c'est un moment bouleversant. Là, je vous demande, c'est le moment clé entre mari et femme. Ça se joue toujours entre mari et femme dans les pièces d'Ibsen. C'est là la touche de vérité. Et c'est là ce qui révèle tout le féminisme d'Ibsen. Alors que Catherine, plus lucide que son mari depuis le début, s'inquiétait justement de le voir si sûr d'avoir la majorité compacte. C'est ça qui est terrible, lui dit-elle, de l'avoir derrière soi. Et alors que son mari l'a rabroué sur le mode patriarcal qui fait rire le public, allons, rentre chez toi, occupe-toi de ta maison et laisse-moi m'occuper de la société. Bon, là, on est vraiment dans le monde patriarcal réactionnaire, hein, d'accord. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quand elle les voit tous unis contre lui, qui a le courage, comme l'a dit sa fille, d'aller jusqu'au bout, alors elle va, de façon absolument sublime, admirable, faire preuve de cette liberté intérieure d'une femme dans le théâtre d'Ibsen, de se déterminer librement et de choisir son destin, comme Nora, qui claque la porte à la fin d'une maison de poupée, comme Élida à la fin de la Dame de la Mer, qui renonce à ses fantasmes et à la mer, justement, pour réintégrer cette fois, mais librement, son mariage. Et elle déclare ces paroles fabuleuses, on devrait se mettre à genoux devant ces paroles-là. Alors, je vais leur montrer, dit-elle à tous ceux qui sont là contre son mari, alors je vais leur montrer une femme qui sait être un homme pour une fois, parce que maintenant, je suis avec toi, Thomas. Je ne sais pas, cette réplique, je l'ai entendue, mais pour moi, c'est le diamant brut de Un ennemi du peuple. Ce qu'elle assume ici souverainement, c'est le droit de la personne humaine à choisir librement son destin. Ça, c'est tout Ibsen. Et elle en donne la preuve elle-même par cet acte. C'est à elle et au marin qui lui prête la vieille salle de sa maison pour l'Assemblée populaire qu'il revient d'affronter un soutien résolu au courage de la vérité. Alors la suite s'enchaîne
comme la catastrophe annoncée. L'acte 4 va montrer la manipulation de la masse, par le choix du journal de publier la mise au point du maire, par le recours pervers aux procédures formelles. Ah, tu veux parler? Non, mais d'abord, il faut élire un président de séance, hein, puis on voit la proposition, qui on fait parler en premier, et puis voilà, il faut quand même avoir souci des intérêts vitaux de la ville, et puis il y a des déclarations démagogiques, enfin, notre devoir envers la société, ou venimeuses, hein, oh, le docteur, il veut faire la révolution, c'est un agité du bocal, comme chacun sait. Et face à cela, vous avez le morceau de bravoure proprement suicidaire de Thomas. Eh bien, voici, dit-il, ça c'est admirablement rendu dans le discours de la pièce, voici, dans une sorte de fumée, de nuage, il est monté sur la table, précisément comme un prophète, hein, à ce moment-là. Comme les prophètes, comme Jérémie, etc., Ézéchiel et autres, comme un prophète qui va fustiger le peuple, qui va fustiger cette société qui est au fond criminelle. Et il est pris, enveloppé par cette sorte de fumée qui envahit tout, à la fois une fumée qui peut-être le rehausse encore, mais qui en même temps a une valeur un peu de fin du monde ou d'apocalypse. C'est là où il dit « Voici ma vraie découverte. Puisque vous refusez d'en entendre plus sur la question des canalisations, sachez que le pire ennemi de la vérité et de la liberté dans notre société, c'est la majorité compacte. » C'est ce que Tocqueville appelait la tyrannie de la majorité sur la minorité dans la démocratie en Amérique. Quand dans les années 1830, il a quitté l'Europe pour aller en Amérique. Cette majorité qui prétend avoir toujours le droit pour elle. Et si ce n'est pas le cas, c'est que la politique est viciée à la base, ne l'oubliez pas. Et là, Stockman ose cette phrase qui vous fait tous frémir. Aucun d'entre vous n'ose tenir ce propos. C'est pour ça qu'il y a un malaise dans le public quand il sort tout ça. Ça se sent d'ailleurs. Il dit à ce moment-là, la minorité a toujours raison. Ça, c'est du Kierkegaard. La vérité est dans la minorité. Et donc, il en appelle du même coup à la révolution, contre le mensonge. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Car il en est quelques-uns, dit-il, et il emploie ce langage, qui se tiennent aux avant-postes, qui sont les avant-gardes de la société, qui sont porteurs des idées neuves, de ce qu'il appelle la vie vivifiante, ceux qui feront d'une plèbe, d'une foule à l'âme esclave, un culte, un peuple noble et cultivé, une communauté digne du nom de peuple. Et là tombe cette conclusion, qui est comme un coup de tonnerre. Cette société, la vôtre, la nôtre, fondée sur le mensonge, doit être détruite, rasée, vous dis-je. Ah, mais là, ce nouveau prophète biblique parle, comme jadis Caton l'Ancien face à Carthage, en 149 avant Jésus-Christ, Delenda est, Carthago, elle doit être détruite, la ville maudite. Et il trouvera un écho dans l'Internationale, dans ce poème d'Eugène Pottier, écrit pendant la Commune de Paris en 71, publié en 1887, et qui deviendra l'hymne des travailleurs au Congrès d'Amsterdam de la Deuxième Internationale. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. Là, vous êtes dans la Révolution. C'est ça que dit Ibsen, avant la lettre. À ces accents authentiquement révolutionnaires, la réaction ne se fait pas attendre. Il est déclaré aussitôt ennemi du peuple, et c'est ça le piège criminel de la démocratie majoritaire. On est d'ailleurs prêt à le lyncher, comme le Christ le dit justement des pharisiens, et là, on met dans la bouche de Stockman cette phrase qui est l'écho des paroles du Christ crucifié par les soldats romains, et dit, ben moi, je ne dirai pas comme quelqu'un que vous connaissez, je vous pardonne, car vous ne savez pas ce que vous faites. Blasphème, crie l'imprimeur. Eh bien oui, c'est la parole qui est Saint Luc 23, 34, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est quand même très fort. Je veux dire, il y a quand même deux références cruciales aux évangiles dans cette pièce. Et ça, dans un esprit qui est justement celui de la Révolution. Indignation, insoumission, révolte, table rase de la Révolution, blasphème, mais ça fait beaucoup. Quand Ibsen crie sa rage à l'endroit de la Norvège puritaine, démocratique, pharisienne,
dont les instincts criminels à l'égard du minoritaire se révèlent sans phare. Vous devez l'entendre, ceci, n'est-ce pas? C'était le cri de Stéphane Hessel en 2010. Indignez-vous. Un ennemi du peuple, c'est le cri de Stéphane Hessel. Et si vous n'entendez pas ce cri, évidemment, vous ne comprendrez pas les outrances à laquelle il se livre. Alors l'acte 5, que j'ai bientôt terminé, déroule les conséquences du désastre annoncé. Les propriétaires mettent la famille à la porte, Petra est renvoyée de l'école, Horster, le marin, est mis à pied par son armateur. Tout ça toujours à cause de l'opinion publique modelée sur la majorité compacte. Arrive le frère qui annonce que Thomas est renvoyé des bains, toujours à cause de l'opinion, et puis tu ne trouveras aucune clientèle en ville. Et puis tout se cristallise autour d'une sombre affaire de rachat des actions des bains. Il y a toujours les agioteurs et on peut dire les financiers par derrière, en baisse. Et comme les actions sont en baisse, Mortenkin les rachète avec un chantage au testament pour la famille de Thomas. C'est très compliqué, pas la peine de rentrer dans les détails. Mais enfin, pendant ce temps-là, Aslaksen et Hofstadt sont tout près de retourner une nouvelle fois leur veste à l'idée que Thomas puisse jouer le jeu de son beau-père, récupérer des actions, faire amende honorable et du même coup, bien sûr, avoir tout l'argent et le pouvoir sur les bains. Donc, alors, Thomas les chasse à coups de parapluie, ce sont les messagers du diable. Et alors là se produit l'ultime retournement de situation quand Thomas dit à sa femme « Non, Catherine, nous ne partons plus », parce qu'il était question de partir vers l'Amérique, vers le nouveau monde. Si ce monde-là est irrespirable, alors on part vers l'Amérique. C'était toujours la liberté. Non, Catherine, nous ne partons plus. Nous restons ici. C'est ici qu'aura lieu le combat. Et que fait à ce moment-là? Quels sont les personnages qui répondent? Le capitaine Horster, il offre son toit à la famille. Thomas, lui-même, soignera, puisqu'il n'aura plus de clientèle, il soignera les pauvres, ceux qui ne peuvent pas payer. Petra, elle ouvre son école dans ce lieu que lui met à disposition le capitaine Horster, avec 12 sacripants que son petit frère va chercher dans la ville. Et Thomas conclut, sans avoir rien cédé, mais en ayant tout perdu, l'homme le plus fort du monde, c'est l'homme le plus seul. Et il a l'appui de Catherine, de Petra. Quel est le dernier mot de la pièce? Le dernier mot, c'est un mot plein de confiance de Petra, prenant les mains de son père. « Papa », dit-elle. Eh oui. Petit détail, libre au metteur en scène parfois d'ajouter un peu à son texte aussi. Parfois c'est très bienvenu. Enfin, il ajoute « et après » point d'interrogation, ce qui laisse entendre que l'enfant doute de la suite, alors que dans le texte d'Ibsen, il n'y a pas de doute. C'est ça, c'est ce combat qu'il affirme et qu'il fallait mener. Le cercle de famille a fait front, c'est librement déterminé pour la destinée qu'il s'est choisie. Donc, je conclus quand même sur ce dernier point, la pièce nous amène à nous interroger, là on entre dans la science politique, sur un problème qui concerne toute la société et qui pose au sein de l'évolution démocratique de celle-ci le rapport entre majorité et les minorités. Nous sommes dans notre monde actuel, je vous signale. C'est un problème qui est soulevé par Tocqueville, une génération avant Ibsen, dans le fameux chapitre 7 de la deuxième partie de la démocratie en Amérique, sur la tyrannie de la majorité. Rien, dit en visionnaire Tocqueville, n'entravera désormais l'irrésistible poussée de la démocratie dans nos sociétés, de ce qu'il appelle l'État social démocratique fondé sur l'égalité, c'est-à-dire sur le fait de faire la part égale entre tous les hommes. Faire la part égale entre tous les hommes au niveau politique, un homme, une voix, c'est les citoyens. Au niveau social, que tous aient part à la prospérité de la nation. Au niveau sociétal, c'est-à-dire ce qui concerne toute la population qui est toujours plus large que le peuple des citoyens d'une nation. C'est par le biais social que on touche le peuple, la population entière. L'école, le bénéfice de l'école publique pour tous, le système de santé pour tous, etc. Là, on touche la société tout entière. On est au niveau sociétal par le biais social. Bref, une société où les hommes sont parfaitement libres parce que tous entièrement égaux, dit Tocqueville, et parfaitement égaux parce que tous entièrement libres. C'est l'idéal démocratique. Et pour reprendre l'expression de Jean-Claude Milner, ce qu'il appelle ce désir du tous, qui est apporté par la Révolution française, ce désir du tous se traduit naturellement par une demande de majorité.
organisée à partir du vote majoritaire. Seulement Tocqueville dit attention. Je suis, dit-il, conscient d'une contradiction. Parce que d'un côté, dit Tocqueville, je place dans les volontés de la majorité l'origine de tous les pouvoirs, et de l'autre, je rejette l'idée qu'en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple ait le droit de tout faire. Pourquoi? Parce qu'il existe, et là on va retrouver Antigone, parce qu'il existe une loi générale adoptée par la majorité de tous les hommes, et c'est la justice. Rappelez-vous, et celle également. La justice est la borne du droit de chaque peuple. Je cite, si je refuse d'obéir à une loi injuste, je ne dénie point à la majorité le droit de commander, j'en appelle seulement de la souveraineté du peuple à la souveraineté du genre humain. C'est ça la justice. C'est extraordinaire ce passage de Tocqueville. Et ça rejoint les lois non écrites d'Antigone. Il ajoute, qu'est-ce qu'une majorité prise collectivement, sinon un individu qui a des opinions et le plus souvent des intérêts contraires à un autre individu qu'on nomme la minorité? Eh bien, la toute-puissance, dit-il, est en soi une chose mauvaise. Accorder le droit et la faculté de tout faire à une puissance quelconque, peuple ou roi, démocratie ou aristocratie, dans une monarchie ou dans une république, ça, c'est le germe de la tyrannie. C'est pourquoi les lois et surtout les mœurs sont essentielles à un peuple démocratique pour rester libre. Et Tocqueville de dire, il faut donc séparer les trois pouvoirs, il faut rapprocher la politique des citoyens en décentralisant jusqu'au fédéralisme, il faut donner le goût aux individus de l'action publique en formant des associations locales, il faut encourager la solidarité. Mais je fais un pas de plus pour conclure. Qu'advient-il si, dans ce conflit, certains, tout en ayant le même désir du tous, parce qu'ils sont révolutionnaires, se posent en avant-garde à l'avant-garde de quelques-uns, non pas de tous, non pas de la majorité, mais d'une minorité, en rupture de banc, qui n'acceptent pas le vote majoritaire. Et c'est parce qu'ils n'acceptent pas le vote majoritaire qu'ils en appellent à la révolution. Et c'est là que prend forme le piège majoritaire, qui les met au banc de la société, les stigmatise comme ennemis de la société, de vouloir avoir raison seuls contre tous, et même qui les stigmatise comme comploteurs. Alors attention, Hannah Arendt nous a prévenus ici. La politique, qu'est-ce que c'est? La politique, c'est on ne tue pas son adversaire. C'est ce que montre un ennemi du peuple à la fin, c'est la foule majoritaire prête à lyncher le docteur Stockman. C'est ça les penchants criminels de la société démocratique. La seule réponse eût été de faire du bien commun autour de la question des bains le point de ralliement d'une majorité visant cette fois au bien de tous dans le refus du mensonge et au minimum de respecter l'individu et la personne humaine qui s'est levée contre la position majoritaire. La justice dont parle Tocqueville, c'est le refus assumé par tous de persécuter une minorité, de persécuter l'adversaire, de tuer l'adversaire. Eh bien, ça s'est passé à la même époque, dans un autre contexte, en France. C'était l'affaire Dreyfus. Au moment de la chasse aux sales juifs, dit Zola, la chasse aux sales juifs qui déshonorent notre époque, écrivait Zola dans J'accuse, le 13 janvier 1898, dans l'Aurore, dans une lettre adressée au président de la République, Félix Faure, au nom de la justice et de la vérité, exactement comme le docteur Stockman. Et c'était justement de cet antisémitisme qui se nourrissait de ce que les Juifs forment aux yeux des Français, des citoyens, des autres citoyens, forment une communauté à part, entre soi, indifférente aux tous de la nation, donc suspect a priori du complot, c'est au nom de... et dans une minorité qui n'en démord pas, c'est au nom de cela que Dreyfus était forcément coupable, forcément comploteur. Et c'est là ce que fait Zola, c'est de faire, ce qu'a fait Zola, ça a été de faire du soutien à Dreyfus, au nom du Dreyfus innocent, au nom de la vérité et de la justice, de faire du soutien à ce Dreyfus injustement accusé et banni, le point de ralliement d'une majorité de Français, propre, dit-il, Zola, à la grande France libérale des droits de l'homme, dans le refus de tous de l'odieux antisémitisme. Cette lettre
de Zola a été l'acte véritablement fondateur de la Troisième République en France. Eh bien, Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen a été, en 1882, dénonçant les mensonges, l'hypocrisie dominante de la société oscarienne, quand on parlait de la société victorienne, Oscar II étant le roi de Suède et de Norvège, de faire ici, pour le docteur Stockmann, dans une fiction théâtrale, l'équivalent du J'accuse d'Émile Zola au nom de la justice et de la vérité pour le capitaine Dreyfus en 1898. Voilà. Merci Charles pour cette magnifique lecture qui nous a entraînés tellement loin dans les plis de ce texte, qui nous a ouvert des horizons, des vastes horizons, et qui en a déplié largement enfin, je ne sais pas, d'aller si loin dans le dépliage de ces enjeux fondamentaux et de ces paradoxes. Oui. Voilà, je crois que cette conférence donne énormément à penser à notre aujourd'hui aussi. Et donc, c'est même assez bouleversant. Donc, je vais vous passer la parole pour peut-être quelques questions et que vous pourrez ensuite continuer la discussion autour d'un café et de quelques amuse-bouches avec le professeur Charles Mella. Est-ce que quelqu'un a une question pour commencer? Monsieur? Ouais. Vous avez vu le spectacle? Vous l'avez... Et Éric de Vantéry, est-ce que tu voudrais réagir, le metteur en scène du spectacle, peut-être réagir à cette lecture? Bonjour, merci pour votre lecture. Peut-être une réaction. Ce qui est intéressant avec toutes les œuvres, c'est le caractère à la fois universel qu'elles portent, et la singularité des regards qu'on peut poser dessus. Et ce qui est formidable avec le théâtre, c'est qu'on peut en faire une lecture de lecteur, de professeur universitaire, une lecture critique, mais aussi, c'est tout l'intérêt, c'est tout mon travail de metteur en scène, en faire une lecture vivante, en la passant à des interprètes, et en... comment dire, en retransformant cette matière, ce matériau, pour en faire un objet tout à la fois singulier et nouveau. C'est vraiment deux manières de lecture. Donc évidemment, vous l'avez entendu, on ne partage pas les mêmes opinions sur le texte, encore que le capitaine Horster est parti très tardivement dans les répétitions. Donc il était encore présent, mais on ne partage pas les mêmes regards. Il y a effectivement une forme de fusion du personnage de Catherine, la femme, avec la fille qui disparaît, Petra. Voilà, puisqu'il y a des répliques de Petra qui sont données à Catherine dans ma mise en scène. Et en fait, je trouve qu'elle ne s'oppose pas à ces deux lectures. Elles se complètent, et c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc voilà. Oui, je peux répondre là-dessus. Oui, merci. Je crois que vous avez entièrement raison. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté du metteur en scène, c'est justement de créer un nouvel objet. Et l'essentiel, c'est qu'il ait sa cohérence. Et donc là, vous donnez cette cohérence à travers la mise en scène. Et moi, si vous voulez, c'est pas, je fais pas de critique à cet égard. C'est pas une critique du spectacle que je viens de voir. C'est plutôt une invitation qui est faite au public d'aller retourner au texte, parce qu'il y a encore d'autres richesses à découvrir. Et au fond, vous en donnez déjà, à travers la mise en scène, une lecture, déjà une approche qui n'est pas d'un peu de choses, puisqu'il y a quand même ici cette vision pestilentielle qui remonte, qui tombe du haut et qui remonte du bas, et que c'est vraiment ce que Ibsen veut dire, et vous le rendez visible
Hein. Mais pour moi, ce que je voulais, c'est dire, mais en même temps, ce texte d'Ibsen, il entre on peut dire, en dialogue, en répondant avec toute une autre série de préoccupations existentielles et politiques d'Ibsen lui-même. Et je dis, pour ça, il faut que chaque fois que vous allez voir une pièce de théâtre, après, vous achetiez le livre et que vous lisiez le texte, si vous voulez. C'est inévitable. D'ailleurs, c'est ce que fait le metteur en scène lui-même, qui a commencé par une première lecture, bien sûr, du texte, qu'il transcrit précisément. Et dans le livre que donc la édition de la Baconnière ont eu la gentillesse de publier, pendant 10 conférences, c'était ça que je voulais faire. C'est au théâtre, virgule, dans le texte. C'est le paradoxe. C'est-à-dire qu'au théâtre, on n'est pas dans le texte. On vient au théâtre. Et parce qu'on attend de cela précisément un choc émotionnel qui va répondre à la vie présente. Le théâtre prend toujours appui sur le monde contemporain, sur le présent. Donc on attend cette émotion, mais cette émotion elle-même, elle peut être, on peut dire, prolongée, nourrie, critiquée, approfondie, en revenant après à un texte. C'est pour ça que dans le livre, évidemment, on va m'accuser d'être un universitaire impénitent. Je cite en grec, je cite en allemand, je cite en anglais. Je traduis à chaque fois. Mais enfin, c'est vrai, il n'y a plus aucun éditeur qui accepte ça maintenant. Donc, moi, je suis un dinosaure bientôt, qui va disparaître bientôt. Il n'y aura plus ces gens-là. Mais on le fait quand même parce que c'est la seule voie pour être honnête à l'égard d'un texte. Il y a une richesse extraordinaire dans ces textes. Il faut pouvoir simplement les découvrir et les lire. Et tout un chacun peut le faire. Alors, j'écris ou je parle pour essayer de vous inciter à découvrir ça ou à le retrouver. Mais nous sommes parfaitement en accord, il n'y a pas de problème. Bon, si, quand même, Pétra, j'ai la Pétra, on en parlera. On en reparlera. Et peut-être juste dire qu'il y a ce très beau mot d'interprétation qui est ce que fait admirablement Charles Mella, et que ce mot d'interprétation, c'est aussi celui qu'on utilise au théâtre, puisqu'on interprète un texte, qu'on dit que les acteurs interprètent des personnages, et qu'on a quand même à la base du travail, que ce soit le travail de critique littéraire ou que ce soit le travail de mise en scène ou ce passage vers la forme vivante, comme tu dis, eh bien, il y a ce même acte quand même qui est celui de l'interprétation et qui fait toute la richesse des deux approches. Il y a une question. Madame, peut-être tu es juste à côté de... Voilà. Oui, merci pour votre conférence. J'aurais une remarque à faire. Enfin, comme j'ai ressenti un peu la pièce, j'ai trouvé que ce discours de vérité qui était porté par la bouche de Thomas, en même temps, il est admirable. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait des relents insupportables. Est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'Ibsen a écrit ça en 1870 et que nous, on a un écho des tragédies du XXe siècle qui font que ce discours entier qui porte un idéal, on sait que, je crois que c'est Racine qui disait toujours la tyrannie a d'heureuses prémices, et que c'est pas parce qu'on porte la vérité, j'ai ressenti moi par moments des moments insupportables dans ce que disait Thomas, et je me disais, il lui a manqué le fait de savoir manipuler, de savoir masquer, de savoir mentir. Et l'histoire nous montre quand même que quand des hommes qui ont été admirables, je pense même à Mossadegh en Iran, qui a dénoncé des choses justes, eh bien, par manque d'habileté, finalement, il a amené la catastrophe. Oui, vous avez entièrement raison. D'ailleurs, j'y ai fait un peu allusion. J'ai ressenti moi-même dans le cours au moment du grand discours, la grande diatribe, l'imprécation, si vous voulez, de Thomas à la fin, un certain malaise dans le public, parce que on n'adhère pas tout à fait aux conséquences implicites que nous on connaît depuis l'histoire, enfin, même depuis la terreur de 91, 92. On a ce malaise, cette intransigeance jusqu'au boutiste qui est celle de Thomas. Ça ne peut passer, si vous voulez, à mon avis, que si le personnage de Thomas
vous ait conquis dès le début. C'est-à-dire que vous ayez adhéré pleinement à la pureté, à l'engagement total qui est le sien, à l'indignation complète qui est la sienne. Si vous perdez de vue, si vous voulez, c'est aussi une discussion que j'avais que j'avais en tête avec la mise en scène, c'est que il y a des moments où le sérieux de l'affaire, bien sûr, la monstruosité est là avec le marécage, mais en même temps, tous les tosses qu'ils portent les uns aux autres finit par noyer un peu dans l'alcool quelque chose qui est d'un autre ordre. Et donc, si vous voulez, quand Thomas fait sa diatribe à la fin, vous n'êtes pas déjà gagné par cette indignation. Elle est très forte chez Ibsen. Il est quand même resté 27 ans en exil de chez lui. Donc il y a quelque chose qu'il ne supporte pas, qu'il ne veut pas entendre. Mais en même temps, son œuvre est une œuvre qui est, comme je l'ai dit, en dialogue avec elle-même. Il sait aussi où ça peut mener. Et ça a déjà mené très loin chez Brandt. Et le Canard sauvage, magnifique Canard sauvage, sera la réponse à Brandt de ce point de vue-là. Donc, il y a une humanité très... D'ailleurs, il y a le reproche qui est fait à Brandt à un moment donné par un des personnages qui lui... Je crois que c'est le bourgmestre qui lui dit « Oui, bien sûr, pour ce qui est de la détermination, tu as tout ce qu'il faut, elle ne te manque pas. Mais parfois, c'est un peu en matière de caritas, quelque chose te manque. C'est-à-dire qu'il y a l'amour, il y a l'humanité, il y a quelque chose qui manque à Brandt à ce moment-là. Et ça, dans sa jeunesse, Ibsen ne veut pas l'entendre, mais il le sait. Il le sait. Et il souffre de voir la mort de Alf, le fils de Brandt, et la mort d'Agnès, cette femme si pure, si parfaite de Brandt lui-même. Et donc, ça se retrouvera dans le Canard sauvage. Et ça va le hanter dans les dernières pièces aussi, dans le constructeur Solness également, dans quand mort nous nous réveillerons. C'est aussi, enfin bref, je pourrais commencer pendant des heures, je ne veux pas trop accaparer la parole là-dessus. Et puis juste ajouter que l'histoire du XXe siècle nous a aussi appris que la démocratie a permis l'avènement des systèmes les plus terribles et les plus meurtriers. Donc cette mise en cause de la démocratie, enfin, je trouve merveilleux que vous en ayez à ce point-là montré tous les paradoxes et tous les tenants et aboutissants. Il y a une dernière question, peut-être. Oui, j'ai été bouleversé au sens propre par votre conférence et pas juste par la forme, parce que vous avez fait revenir à la surface toute une série de dilemmes centraux à la société, à la vie humaine, mais c'est peut-être là que je vais un peu vous taquiner, c'est que le dilemme, c'est un dilemme, il n'y a pas de happy end. Non. Et à peu près tous les grands enjeux de la civilisation n'ont pas de fin heureuse. Je ne mentionnerai que ce qui est le dilemme central dans cette affaire, le conflit entre le peuple et la vérité, mais il est plus aigu que jamais. J'ai connu, vous êtes trop jeune pour savoir, une époque magique où il y avait une sorte de modus vivendi entre le peuple qui décide et le savant qui sait. Mais le peuple s'est bien retranché dans ses droits, mais on ne sait plus qui est le savant qui sait. L'affaire du Covid l'a bien montré. Et alors, j'aimerais juste donner 3 exemples de dilemmes moraux qui me semblent éternels. Vous avez parlé de Carthage, Carthago delenda est. C'est là qu'on voit que vous êtes trop jeune, moi j'y étais. Et ce n'est pas parce que Carthage était maudite qu'on l'a détruite, c'est parce qu'on l'a détruite qu'elle est devenue un lieu maudit. Un autre exemple, vous parlez des vikings, du marin, l'air du large. Mais le marin, c'est aussi le viking tueur. Oui. J'ai lu à ma stupéfaction, dans un livre sur les flibustiers, comment définir ces gens. C'est simple, des coopératives anarchistes de tueurs. Et la 3e chose, c'est que j'ai assisté à des conférences où des syndicats défendaient l'amiante au nom de l'emploi. Donc, alors, je ne vais pas faire une contre-conférence, parce que la vôtre m'a ébloui,
mais je pense qu'il faut garder des choses ouvertes sans insinuer qu'il y aurait peut-être un happy end dans une social-démocratie. Je ne crois pas que c'est ce que je vous remercie. fait. Je vous remercie parce que je vous connais bien, un allocuteur de longue date que je vous retrouve. Mais non, vous avez entièrement raison. Il n'y a pas de fin heureuse là. On est dans un dilemme. C'est tout à fait vrai, bien sûr. Merci. Bien, merci. Je vous propose donc de goûter à ces amuse-bouches offerts par la Comédie aujourd'hui et surtout d'aller faire signer à Charles Mella son magnifique livre sur les textes montés à la Comédie de Genève sous Hervé Loichemol. Je ne résiste pas, excusez-moi un instant, je ne résiste pas au plaisir quand même de vous lire juste ces quelques lignes de Rilke. Personne ne le sait, enfin, il parle d'Ibsen dans Les Cahiers de Malte, Laurie de Brise. Tel que tu étais, révélateur, poète tragique et sans époque, tu devais d'un seul coup transposer ces mouvements capillaires en les gestes les plus évidents, en les objets les mieux présents. Et tu entamas alors cet acte de violence sans exemple. Ton œuvre, vouée de plus en plus impatiemment, de plus en plus désespérément à découvrir parmi les choses visibles les équivalents de tes visions intérieures. Il y avait là un lapin, un grenier, il parle du canard sauvage, une salle où quelqu'un allait et venait, il y avait un bruit de vitres dans la chambre voisine, un incendie devant les fenêtres, il y avait le soleil, il y avait une église et un vallon rocheux qui ressemblait à une église, mais cela ne suffisait pas. Les tours finirent par entrer, et des montagnes entières, et les avalanches qui ensevelissent les paysages comblèrent la scène chargée de choses tangibles pour l'amour de l'insaisissable. Et ton théâtre fut. C'est magnifique. C'est Rilke. Bon, alors, maintenant, je suis à vous, si vous le souhaitez.